On va continuer de nourrir le programme de notre journée autour d'une table ronde, cette fois-ci d'échange, avec différents acteurs, des acteurs de différentes dimensions qu'on a souhaité mettre autour de la table pour parler justement de ce sujet, l'impact des professionnels de la petite enfance sur l'accueil, l'éveil et la parentalité. J'ai donc le plaisir d'appeler Elsa Hervy, qui est déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche, Francine Baudon-Brulé, qui est adjointe au maire, déléguée de la petite enfance et à l'enfance de la ville du Mans, Cécile David de la cave des Yvelines, Laetitia Doré, qui est membre directrice de multi-accueil et membre du comité des passages, et enfin Aurélie Valois du RPRE de Gérard Maire, qui était lauréate aussi ce matin. Jolie photo de famille, donc. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer, en tout cas, cette table ronde qu'on avait préparée à peu près ensemble. Une fois de plus, l'idée n'était pas de faire une très grosse préparation de notre côté, parce qu'on souhaitait vraiment vous laisser la parole à vous. C'est en fait ce qu'on fait au quotidien avec Agir. L'idée, c'était quand même de rappeler le contexte, pourquoi on voulait porter ce message. On l'a dit ce matin, l'ADN de l'association Agir pour la petite enfance, donc organise la journée, c'est de rassembler le trio parents, enfants, professionnels, de favoriser l'éveil artistique et culturel pour les tout-petits. Les trophées des Giraffe Awards sont l'occasion de mettre en valeur les professionnels de la petite enfance à travers leur créativité, la pédagogie. Et l'autre mission de l'association, c'est d'encourager les rencontres, la réflexion, partagée avec les acteurs publics et privés, collectifs, individuels, qui exercent dans l'univers de la petite enfance. On a souhaité ainsi donner la parole à 4 intervenants qui représentent les 4 acteurs clés, partenaires aussi de l'association, pour souligner les leviers que constituent les initiatives pédagogiques. Tout ce dont on parle ce matin, au-delà de la représentation graphique, esthétique et joyeuse qu'on a pu vous la partager, on a souhaité mettre des mots derrière aussi sur les dynamiques qui se jouent. Donc, pour nous, ce sont des leviers qui réunissent le trio parents-enfants professionnels sur le développement des bébés. Et évidemment, il est important de parler des enjeux de la parentalité. C'est pour ça que voilà, l'idée, c'était d'échanger avec vous. Peut-être pour ouvrir et lancer l'échange, une fois de plus, je redis, j'ai proposé de poser les questions aux unes et aux autres, mais tout le monde est libre d'intervenir. Notamment, pour ouvrir, Elsa, on avait échangé aussi en disant qu'il y a plusieurs rapports et études qui démontrent les bénéfices pour les bébés de fréquenter un mode d'accueil, quel qu'il soit, hein, le mode d'accueil. On parle notamment du rapport de Jean Pinault, il y a eu la cohorte ELF, et la Charte nationale d'accueil du jeune enfant qui renforce l'attention qui doit être portée notamment sur la réflexion participative des projets, le fait que tout le monde embarque dans ces projets, également sur l'éveil à la nature et à l'éveil culturel et artistique, on en a parlé ce matin, et sur le soutien à la parentalité. Donc si on regarde ces études, Elsa, qu'est-ce qu'elles disent de la place des professionnels dans le développement des bébés et dans le soutien à la parentalité ? Merci Arnaud et merci Agir pour la petite enfance d'avoir choisi comme thème l'impact des professionnels de la petite enfance sur l'accueil, sur l'éveil, sur la parentalité. Je pourrais commencer en vous rappelant que, on le sait, la petite enfance c'est l'investissement public le plus rentable pour la France, puisque le taux de rendement est plutôt de l'ordre de 13%, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce dont je voulais vous parler, c'était réellement les impacts des seuls professionnels de la petite enfance. Ce n'est pas 3 études faites sur chacun 10 enfants qu'on peut citer. En fait, c'est des centaines faites sur des milliers d'enfants. Et désormais aussi cette cohorte ELF, où c'est plus de 18 000 enfants qui sont nés en 2011, dont la France suit le développement jusqu'à leurs 20 ans. Alors, je ne vais pas toutes vous citer toutes les études, mais j'ai choisi de vous présenter les impacts en les regroupant par sujet et en citant qu'une seule à chaque fois. Donc les grands sujets, le développement des enfants, le rétablissement de l'égalité des chances, la santé publique, l'égalité entre les femmes et les hommes, le bonheur au travail et la productivité de la France. C'est à ça que servent les professionnels de la petite enfance. Je présente toutes mes excuses à tous les chercheurs qui ont trouvé et tous ceux qui cherchent encore, car ils ne seront pas tous cités malgré l'importance de tous leurs travaux. Le premier grand thème, c'est l'impact des professionnels sur le développement des enfants en général.
l'empathie et la gestion des émotions. Une étude menée par l'INSERM en 2018 montre que les enfants accueillis en crèche avant la maternelle ont éprouvé ensuite 3 fois moins de problèmes émotionnels. Les enfants accueillis en crèche, plus habitués à la socialisation, sont plus empathiques et développent moins de difficultés relationnelles. Le langage ELF, en juin 2021, les enfants qui fréquentent la crèche sont capables de dire en moyenne 80 mots, ce qui représente 6 mots de plus que la moyenne et 12 mots de plus que ceux gardés à la maison par leurs seuls parents. Les capacités motrices, ELF, juin 2021. Les enfants qui fréquentent une crèche ont des capacités motrices un peu supérieures à ceux de toutes les autres formes de garde. Les écarts sont également plus fortement marqués chez les enfants moins favorisés. Et puis, il y a une recherche-action sur la pédagogie musicale initiée par notre vice-présidente de la Fédération Cap Enfant et qui là a permis de montrer que sa pédagogie spécifique avec une équipe ultra impliquée, mais comme plein d'équipes, mais sur une pédagogie suivie sur plusieurs années, donc en suivant une cohorte d'une 20aine d'enfants, ça a permis de constater d'excellents résultats aux tests de vocabulaire, qu'il s'agisse de la définition des mots ou de la compréhension des consignes, et des meilleurs résultats sur la cognition spatiale, les cubes ou les matrices, qui sont des socles fondamentaux pour l'apprentissage scolaire. Mais les impacts des professionnels des crèches sur le développement des enfants, ce n'est pas seulement les enfants en général, c'est aussi en particulier les enfants pauvres, ou quand les professionnels de la petite enfance sont les premiers et les indispensables artisans de l'égalité des chances. Depuis 2018, ELF rappelait les 1000 premiers jours de l'enfant de sa naissance à ses 3 ans sont décisifs, non seulement pour le développement de l'enfant, mais aussi pour la santé globale de l'adulte qui deviendra. C'est sur ces 1000 premiers jours que se jouent souvent les premières inégalités de langage et de socialisation. En septembre 2020, vous le savez, les politiques choisissaient enfin de s'appuyer sur tous ces travaux, notamment ceux des experts de la commission des 1000 jours présidée par Cyrulnik, et lançaient cette nouvelle politique des 1000 jours. Les études démontrent scientifiquement le renforcement de l'égalité des chances par les professionnels de crèche. Désormais, on peut le dire. En juin 2021, toujours ELF faciliter l'accès accru à la crèche parmi les familles défavorisées peut avoir un potentiel de réduction des disparités socio-économiques précoces dans le développement, en particulier le langage. Étant donné l'importance du développement cognitif, social et émotionnel dès le plus jeune âge, quant aux résultats plus tardifs dans la vie, cela pourrait aussi avoir un impact sur les inégalités socio-économiques à long terme. Alors merci à tous les professionnels de toutes les crèches d'être les soldats du combat pour l'égalité des chances. Mais les professionnels de la petite enfance, ils ont encore d'autres impacts. Les professionnels de la petite enfance, ils ont aussi des impacts en santé publique. D'abord, la prévention précoce par la vaccination pour les enfants nés après le 1er janvier 2018. Les professionnels de la petite enfance font désormais partie du dispositif de vigilance sanitaire quant au suivi des 11 vaccins obligatoires. Et puis, chaque année en France, en termes de repérage précoce, c'est aussi les professionnels de la petite enfance qui sont en première ligne. 10% des enfants naissent avec un trouble du neurodéveloppement. On le sait tous, il est nécessaire d'agir tôt et de repérer les écarts. Les professionnels ont toujours été les mieux placés pour identifier ces difficultés. Et depuis janvier 2022, ils ont les moyens d'objectiver leurs inquiétudes et d'aborder avec les parents la question du développement inhabituel grâce au livret dédié élaboré de façon partenariale que nous relayons tous activement. Et puis les professionnels de la petite enfance, au quotidien, ils relaient les grandes campagnes de prévention en matière de santé publique. J'en prendrai une seule, là aussi c'est une étude ELF rendue publique au début du mois d'octobre 2022. C'était sur les expositions aux écrans. Alors vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, une exposition excessive et non encadrée des enfants aux écrans présente un risque pour sa santé, surpoids, problèmes de sommeil, troubles du langage et du comportement. Alors les résultats sont pas très glorieux. Seulement 13,5% des parents suivent les recommandations du zéro écran avant 2 ans. Mais l'étude démontre que ce suivi des recommandations passe à 16%. C'est toujours pas très glorieux, mais c'est mieux que 13%. Quand les enfants sont gardés en crèche, le chercheur l'explique par le fait qu'il n'y a pas d'écran en crèche et que les professionnels de la petite enfance font passer le message de promotion de la santé auprès des parents quand elles les croisent le matin et le soir. Pour terminer, je voudrais parler égalité entre les femmes et les hommes. Les professionnels de la petite enfance, c'est ceux qui agissent tous les jours pour l'égalité entre les femmes et les hommes de demain grâce à la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant.
c'est celle qui nous dit que la lutte contre les stéréotypes sexistes est un enjeu essentiel dès la prime enfance et que la mixité des personnels dans l'accueil sera un facteur d'égalité parce qu'elle offre aux enfants des modèles et des relations socialement plus riches dans un monde constitué d'hommes et de femmes. Alors qu'ils exercent dans des établissements labellisés Egali Crèche et dans tous les établissements et même à domicile, chaque jour, les professionnels de la petite enfance agissent pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes pour les générations qu'ils accueillent. Les professionnels de la petite enfance, ils agissent aussi chaque jour pour l'égalité professionnelle entre les mamans et les papas. Encore un impact des professionnels de la petite enfance. Selon l'Observatoire national de la petite enfance, en 2019, l'absence d'un mode d'accueil adapté signifie que l'un des deux parents arrêt total ou partiel de l'activité professionnelle de la mère dans la majorité des cas et de manière subie. Pour la Commission européenne, en 2018, l'accueil des enfants reste ainsi un frein majeur à l'emploi, particulièrement pour les femmes. 25% des femmes qui restent inactives ou à temps partiel en France le sont à cause d'un manque d'offres d'accueil adaptées. Selon l'adresse, en 2012, lorsqu'elles sont sans emploi mais en recherche 1, les mères d'enfants de moins de 3 ans sont 1 sur 2 à indiquer être limitées dans leur recherche d'emploi en raison d'un problème d'accueil de leurs enfants. Et puis, les professionnels de la petite enfance, ils soutiennent aussi la croissance de la France en soutenant les parentalités. D'abord parce que les parents souhaitent faire accueillir leurs enfants et que 54% de ceux qui gardent eux-mêmes leurs enfants auraient aimé avoir une autre solution. Ça, c'est l'ONAP en 2018. Mais parce que les professionnels de la petite enfance ne peuvent pas agir seuls, je vais vous donner aussi 3 impacts des professionnels de crèche au bénéfice des employeurs, parents de jeunes enfants. Tous les ans, à la Fédération, on interroge les parents accueillis dans une de nos 2300 crèches. Plus de 2 parents interrogés sur 5 ont pu bénéficier d'une de nos places en crèche via leur employeur ou celui de leur conjoint. Ils y voient le triple avantage d'avoir accès à un mode d'accueil collectif, d'être assurés d'avoir une structure de qualité pour leur enfant et de pouvoir reprendre le travail rapidement. Sans cette solution proposée par leur employeur, plus de 3 parents sur 5 se seraient retrouvés démunis pour faire garder leurs enfants. 55% n'auraient pas eu d'autres solutions et 9% ne savaient pas du tout quelles autres solutions ils auraient pu trouver. Et puis un autre adhérent de la fédération, les Petits Chaperons Rouges, a fait réaliser une étude sur un échantillon assez large de parents. Et selon cette étude, 75% des futurs parents et 70% des jeunes parents souhaiteraient que leur employeur leur propose une place de crèche. Le rôle des parents ne s'arrête pas lorsqu'ils laissent leur enfant pour aller travailler. Savoir qu'il est entre de bonnes mains, heureux et en train de s'épanouir, c'est autant de facteurs qui permettent de rassurer les parents et de les rendre heureux. Ce sera mon dernier chiffre. C'est une étude de l'Harvard MIT publiée dans l'Harvard Business Review. Les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux, 31% plus productifs, 55% plus créatifs. Alors, conclusion, oui, les professionnels de la petite enfance en général et des crèches en particulier ont un impact, mais n'ont pas un impact, mais de multiples impacts sur le développement des enfants, le rétablissement de l'égalité des chances, la santé publique, l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui et demain, le bonheur au travail et la productivité de la France. En vrai, il y a, de mon point de vue, aucun autre métier qui a autant d'impact avec autant d'études qui le démontrent. Merci Elsa. Laetitia, est-ce que tu veux partager quelques mots en complément ? Alors d'abord, merci pour l'invitation et merci Elsa pour tous ces chiffres qui font un peu tourner la tête. Moi, je vais peut-être un peu rebondir plus sur du pratico-pratique et du terrain. La seule chose que je peux rajouter sur ces études-là, c'est qu'effectivement, l'accueil du jeune enfant en crèche a beaucoup de... En tout cas, on voit un impact très important et positif. On sait aussi que malgré tout, au-delà d'un certain volume horaire par semaine, ces bénéfices-là chutent. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Un enfant qui est accueilli 10 heures par jour, 5 jours par semaine, va moins profiter de ces bénéfices-là que s'il passe aussi un peu de temps avec ses parents. Pour ce qui est de la crèche, ce que je remarque moi,
qui est important aussi. Là, on est sur quelque chose de projectif, de ce que ça peut apporter. C'est presque des enjeux qu'on se mettrait en se disant, en mettant l'enfant en crèche, on va lui permettre d'avoir un meilleur vocabulaire, d'avoir un meilleur niveau d'études, etc. Ce que je remarque, moi, sur la crèche, c'est que c'est le seul endroit où, justement, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de critères. Et c'est le seul lieu d'accueil, en tout cas, qui soit en ce sens très inclusif, puisqu'on va au rythme de chaque enfant et par rapport à ses propres compétences, ses spécificités, on va lui offrir un terrain fertile dans lequel il va aller puiser un peu ce dont il a besoin pour se nourrir. C'est pour ça en tout cas, moi, dans mon métier de tous les jours, je me projette peu et j'essaye de faire avec ce qu'il y a devant moi, c'est-à-dire des enfants. Et mes collègues, bien sûr, vont aller proposer aux enfants des choses qui sont en rapport avec ce dont ils ont besoin à un moment T. Et donc, bien sûr, on a conscience de l'importance, de l'impact que ça peut avoir sur les enfants, mais on a aussi ce gros travail à faire sur le terrain d'observation et de propositions en rapport avec ce qu'on observe. Donc je pense que ces deux mondes-là sont complètement complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement tout l'aspect préventif qui est important, mais il y a aussi tout cet ici et maintenant qui fait qu'on va répondre aux besoins des enfants au jour le jour, à chaque enfant son besoin, à chaque famille sa particularité, son environnement, et c'est ça qui fait la richesse de nos métiers et qui fait aussi qu'il ne faut pas se perdre non plus dans quelque chose de trop projectif et à quantifier. Est-ce qu'on a bien rempli nos grilles au bout des 3 ans et est-ce que les enfants qu'on a accueillis ont bien acquis tant de mots à la maternelle? Pas forcément, mais en tout cas, tout ce qu'on va apporter sera des choses dont ils se saisiront ou pas, mais ça sera toujours une chance, en tout cas, je pense, qui n'est pas non plus à mettre en opposition avec ce que peuvent apporter les familles. Hein. Je pense que certaines familles ont la chance d'avoir du temps et des moyens pour pouvoir apporter à leurs enfants des espaces de socialisation et aussi du matériel pour pouvoir progresser. Mais effectivement, la crèche va multiplier ces potentiels-là, c'est sûr. Merci du coup. Donc c'était surtout une phase introductive. Je pense qu'on est assez tous convaincus de l'importance et de l'impact des professionnels de la petite enfance aujourd'hui. Mais il est bon de le rappeler, de l'objectiver aussi avec des mots, pas forcément uniquement, je le redis, avec des images, aussi qualitatives qu'elles soient. Après, si on veut nourrir cet impact, il faut le dynamiser. Nous, justement, on pense, Agir pour la petite enfance, pensons que les initiatives pédagogiques, ce sont aussi des leviers pour valoriser et dynamiser la pratique des professionnels, notamment, quel que soit votre rôle à toutes les 5. Vous êtes dans cette démarche depuis plusieurs années de vous introduire dans cette dynamique de projet, de lien avec les différents acteurs. Cécile David, par exemple, si je vous demandais quel impact vous avez pu observer sur leur pratique et la dynamique d'équipe, et je trouve ça intéressant que ce soit une directrice de CAF qui le réponde, enfin qui en parle, parce que quand on accompagne justement les CAF, on les voit ces dynamiques et ça vous place dans un rôle qui n'est pas forcément le premier que l'on vous prête. Oui, ça marche. Donc, je ne suis pas la directrice de la CAF. Je suis seulement chargée de conseil et de développement à la CAF des Yvelines, et en particulier sur les dossiers petite enfance. Donc, je suis le partenariat avec Agir pour la petite enfance depuis plusieurs années. Et puis, par ailleurs, j'accompagne les projets autour de la parentalité. Donc, votre question, c'était les impacts. Voilà. Et effectivement, pour tout vous dire, par rapport à ce témoignage, comme disait monsieur, moi, je ne suis pas en première ligne et j'ai un petit peu hésité à témoigner, bien que je crois fortement au partenariat avec Agir pour la petite enfance. Mais effectivement, on n'est pas en première ligne. Cependant, le travail avec Agir pour la petite enfance, la mallette pédagogique, déjà, nous a effectivement convaincus que ça pouvait être intéressant pour tous ces professionnels de la petite enfance de se retrouver donc au travers de cette mallette, parce que c'est vraiment juste
un prétexte, j'ai envie de dire, cette mallette pédagogique quelque part offerte par la CAF puisqu'il y a un partenariat avec l'association, mais on le voit au niveau des équipes de professionnels de la petite enfance. C'est l'occasion de se retrouver dans la préparation de cette semaine nationale pour la petite enfance, s'approprier les ateliers qui sont proposés, les personnaliser aussi en fonction des savoir-faire des uns et des autres, se redécouvrir aussi. Et c'est ce qui nous a paru fort intéressant. Donc, dans les Yvelines, on a notamment des services petite enfance qui sont assez conséquents avec différents équipements d'accueil de jeunes enfants. Il y a aussi des relais petite enfance. Et dans la même ville, parfois, en plus, il y a aussi des centres sociaux qui travaillent aussi autour de la petite enfance. Et dans le cadre de cette semaine nationale pour la petite enfance, c'est l'occasion pour tous ces professionnels parfois d'échanger sur les pratiques et de retrouver aussi de nouvelles formes de travail ensemble, se redécouvrir. Ce qui est dit aussi sur l'impact de cette semaine, c'est tout ce travail, je vais dire, de valorisation des professionnels et resserrer les liens avec les parents. C'est l'occasion pour ces professionnels de mettre en valeur ce qu'elles savent faire, de montrer aussi ce que peuvent faire les enfants, ce que ne voient pas toujours les parents. Et ces temps d'échange privilégiés, professionnels, parents et avec l'enfant, sont formidables. C'est ce qu'on nous dit, en tous les cas, de la part de tous les professionnels. Et chaque année, on voit le nombre d'inscrits à la Semaine nationale pour la petite enfance qui augmente. Et chaque année, encore plus cette année, 100% nous disent on veut repartir l'année prochaine sur la nouvelle semaine. Ça fonctionne ? Oui. Pardon. À la fédération, nous, on constate aussi que la Semaine nationale de la petite enfance, c'est un peu comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance, et qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent que déjà, rien qu'y participer, c'est avoir déjà gagné, et qu'il y a de plus en plus d'équipes, y compris non primées, qui trouvent qu'avoir monté le projet, avoir fait des photos, des fois ils sont juste contents d'avoir agi pendant la semaine, et puis ils n'auront pas le courage, mais faites-le quand même, de déposer le dossier qui va jusqu'à la fin et qui va alimenter le jury. Je sais que nous, à la fédération, on a beaucoup communiqué et aidé à ce que chacun s'inscrive et puisse participer à cette semaine qui, en cette année 2022, est quand même tombée à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, a été accompagnée au niveau national aussi par le printemps de la petite enfance, et en termes de timing, était le bon moment pour rappeler à tout le monde que le sujet de la petite enfance, ça ne devait pas rester un accessoire de la campagne électorale. Et je me dis que c'est peut-être aussi parce qu'on s'est un peu tous mobilisés qu'il y avait... C'était pas beaucoup, mais c'était déjà 4 professions de foi sur les 12 qui avaient réussi à mettre petite enfance ou crèche dans le programme sur 2 pages, ce qui en soi était beaucoup mieux que la fois d'avant. Donc peut-être qu'à force, on va finir par être entendu, et les professionnels de terrain, que ce soit ceux d'établissements qui ont des pédagogies depuis des années, qui sont embarqués dans des processus de labellisation, de certification, des équipes extrêmement formées, ou ceux qui se débrouillent parce qu'ils sont en plus petite taille. Ce qu'ils vous disent tous, c'est que cette aventure-là, ponctuelle du moment, qui les pose à réinterroger leurs pratiques, et ben ça c'est vous refédérer une équipe, repartir et embarquer les parents de manière concrète et beaucoup moins théorique que réécrire un projet PEDA. Tout de suite, on a les mains dedans, et donc surtout, il faut continuer encore 10 ans au moins. Quand je vous dis qu'on n'a pas besoin d'expliquer, c'est aussi bien de laisser les autres expliquer nos actions et en parler, parce que c'est exactement, en tout cas je pense, parler au nom de l'équipe, ce qu'on ambitionne chaque année, ce qui était un peu partie de cette folie il y a 10 ans. Et effectivement, on voit le déploiement de plus en plus fort, et c'est dynamique. Enfin, le reste de l'équipe pourrait en parler aussi sur l'ensemble des acteurs,
que l'on voit des dynamiques qui se créent alors qu'elles n'étaient pas du tout parties. On voit aussi des équipes qui se désenclavent, qui se sentent un petit peu toutes seules dans leur coin, puis finalement, quand elles vont toquer au bureau, à la porte de la mairie, à la porte du gestionnaire de la fédération, permet effectivement d'activer des choses. Et ça fait un excellent lien aussi avec le troisième axe que l'on souhaitait aborder. C'était qu'il y a plusieurs projets qui sont présentés au Giraffe Award qui montrent les interconnexions avec les différents acteurs, et notamment les espaces de la ville. Nous, c'est ce qui nous émerveille, c'est que de plus en plus, on voit les structures qui vont chercher les services techniques de la ville, du département, des acteurs d'à côté, qui vont en fait leur fournir les ressources qui, en général, manquent cruellement dans les budgets de tout le monde. Et finalement, on voit que ça fait du sens. Quand je parlais de faire sens et donner du sens, ça ne donne pas du sens qu'aux professionnels, ça donne du sens à l'ensemble des acteurs, parce que le service paysager de la ville, il va être ravi de savoir qu'effectivement, le matériel, il va servir aux tout petits, que finalement, si ça se trouve, eux-mêmes ont des jeunes enfants, vont pouvoir l'activer. Et pour ça, effectivement, je voulais interroger Francine Baudron-Brulé de la ville du Mans, et après Aurélie, qui pourra nous parler effectivement. Donc, Francine Baudron-Brulé en tant que ville du Mans, du coup. Oui, eh bien, bonjour, et en tout cas je vous remercie de m'avoir invité, parce que c'est la première fois pour la ville du Mans, pour nous, de venir là sur cet événement qui est extraordinaire. Moi j'ai trouvé vraiment, merveilleux de ce qui s'est passé ce matin, parce qu'en tant qu'élu, dans une ville assez importante, 140 000 habitants, je vois bien combien chacun a œuvré pour faire connaître et faire reconnaître toutes ces activités, toutes ces actions qui sont menées en faveur de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Alors c'est vrai que moi j'ai entendu Elisabeth Laitier et j'avais préparé, je me dis mais ça va être, je vais répéter ce qu'on a entendu ce matin, parce que ça fait vraiment partie de mon projet politique, c'est petite enfance, évidemment derrière, il y a un enjeu d'attractivité pour la ville, mais aussi in fine économique, ça on le sait bien. Un enjeu sociétal, social, de solidarité, et vous en avez déjà beaucoup parlé, comment favoriser le retour à l'emploi, comment lutter contre la précarité, comment proposer des solutions très diverses et tout à fait adaptées aux parents et aux enfants sur la ville. Alors nous avons en régie directe 16 AJE, dont 2 haltes-garderies. Nous avons 4 crèches familiales. Et là, je voulais juste pointer les crèches familiales parce que je trouve que c'est vraiment un mode de garde important, intéressant, qui complète tout à fait les accueils collectifs. Et sur le Mans, nous sommes moi je suis vraiment à la recherche de solutions pour maintenir ce mode d'accueil, puisque énormément d'assistantes maternelles quittent leur emploi, partent à la retraite, et on voit bien que voilà, c'est pas forcément un lieu où des assistantes maternelles ont envie de s'investir, et pourtant je trouve que c'est tout à fait intéressant et que nous avons aussi augmenté les salaires. Donc quand on parle de revalorisation liée au salaire, je suis d'accord, je confirme, ce n'est pas forcément lié au salaire, mais ça va bien au-delà. Donc voilà, des crèches familiales, 4 LAEP, un lieu d'accueil enfants-parents, et puis évidemment relais petite enfance avec 11 lieux différents pour les jeux et rencontres. Donc nous menons, voilà, nos orientations s'appuient sur les 2 enjeux, l'attractivité, la solidarité, mais évidemment la prévention. Et puis aussi, nous, il y a un enjeu, je pense que la petite enfance s'inscrit totalement aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. On n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est aussi un projet en termes de construction, de bâtiments évidemment, mais aussi au sein des projets pédagogiques des structures. Il y a quelque chose à faire, tri sélectif, la nature, etc. Ça aussi, c'est important. Donc voilà pour la ville. Alors, la semaine de la petite enfance, ça nous donne vraiment un coup de pouce, parce que moi, mon projet, c'était vraiment de développer une cohésion territoriale, développer de la cohérence, parce que nous avons énormément de structures sur la ville, beaucoup d'acteurs qui ne se connaissent pas et qui, chacun agit dans son coin, et en quoi, justement, une cohésion peut
peut intervenir au niveau du soutien à la parentalité in fine sur le développement de la petite enfance, c'est bien de se connaître. Et le projet autour de cette semaine petite enfance, c'est de réunir le maximum d'acteurs. Alors, nous avons lancé, j'ai beaucoup de chance parce que Géraldine Pateau qui m'accompagne, qui est le chef de projet, nous avons lancé une enquête, nous avons commencé à animer des réunions pour réunir tous les partenaires autour de ce projet qui est évidemment centré autour de l'enfant, l'éveil de l'enfant, les parents, les partenaires, les professionnels, avec évidemment le point commun, c'est l'éveil culturel pour ces enfants. Et donc on voit, ça y est, les réunions ont commencé et on voit comment c'est intéressant de retrouver le monde de la petite enfance, mais aussi du monde de l'inclusion, parce que ça fait partie aussi de notre projet, le monde du handicap qui n'a pas l'habitude de se rencontrer. Je suis d'accord, développer l'interconnaissance pour mieux se connaître évidemment, mais aussi éviter les clivages entre les professionnels, parce que bien souvent, voilà, il y a des jugements entre différents métiers. Hein, ça va pas de soi forcément d'avoir envie de travailler ensemble. Et là, c'est vraiment très intéressant. Nous avons des représentants du centre hospitalier, du monde du handicap, de l'éducation nationale, parce qu'on voit bien que la petite enfance, c'est aussi le lien avec les écoles maternelles et l'accueil des tout-petits. Et sur la ville, moi, c'est vraiment mon projet, c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans un parcours pour un enfant. C'est qu'il puisse, de la crèche jusqu'à l'école maternelle et au-delà, qu'il y ait du lien et que les parents s'y retrouvent et se sentent accompagnés, se sentent contenus par tous ces professionnels qui se seront un peu mieux connus. Ça fait partie de mon vœu le plus cher. Donc voilà ce que je voulais dire, le plus important, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais je trouve que c'est ça, le projet, et je vous remercie vraiment, l'association Agir pour la petite enfance. Vous ne vous rendez pas peut-être compte de l'enjeu qu'il y a derrière et qui permet justement de donner des coups de pouce, de donner des envies à des équipes qui n'auraient pas forcément eu envie de démarrer dans ces projets. Merci beaucoup. Aurélie, du coup ? Oui, alors merci déjà pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Je ferai l'impasse sur le petit laïus que j'avais préparé sur les 1000 premiers jours, l'impact des professionnels de la petite enfance qui a été très bien présenté par Madame Hervier aujourd'hui. Et je pense que l'impact des professionnels n'est plus à démontrer. C'est du quotidien. On l'a vu aujourd'hui avec tous les projets présentés. Donc je vais aller directement sur mon rôle de terrain en tant que responsable d'un relais petite enfance itinérant pour vous parler du maillage territorial qui était l'objet de la question. Donc je pense que chacun de nos territoires sont riches de différents acteurs avec lesquels les professionnels de la petite enfance peuvent travailler au quotidien. J'en ai listé quelques-uns, c'est non exhaustif. Les autres professionnels de la petite enfance, déjà des autres structures. Donc j'ai pris mon territoire en exemple, mais je travaille beaucoup avec les différents EAJE du territoire, la PMI, les assistants maternels, les autres relais petite enfance également. On a les réseaux parentalité également qui sont présents, qui nous permettent de faire vraiment beaucoup de liens. On a tout ce qui est lieux culturels, tels que les médiathèques, les MCL, les musées, les ludothèques, les écoles de musique. On a également les autres institutions, telles que les EHPAD ou les écoles, entre autres. Les services communaux ou intercommunaux, parcs et jardins, services techniques, etc. La liste est nombreuse. L'importance, notamment sur mon service qui est itinérant, c'est que moi, ça m'implique de travailler de toute façon avec tous ces partenaires. Donc ce maillage territorial, il est nécessaire en fait pour accompagner et soutenir le développement de l'enfant et de sa famille. Voilà. Je voulais refaire quand même pour notre projet, le maillage territorial a été essentiel. Il a permis de mettre en avant le trio enfants, parents, professionnels de la petite enfance. Je pense notamment à 2 partenaires que je vais citer aujourd'hui, qui est la MCL, qui nous a permis de présenter le projet aux familles qu'on touche plus difficilement sur les RPE. C'est vrai que pour le coup, on a participé à leur journée d'inauguration de l'espace famille, donc ça se prêtait quand même plutôt bien pour présenter notre projet. Ça a été très bien reçu. Et également la ludothèque et des EAJE du territoire, qui en présentant le projet aux structures, a permis aux professionnels de la petite enfance d'échanger, de se rencontrer, mais aussi aux enfants de découvrir un autre environnement, d'autres enfants, d'établir de nouvelles relations tellement importantes à leur développement. Il y a donc un intérêt dans ce maillage qui est bénéfique vraiment du coup pour le trio. Voilà.
Ça permet une valeur ajoutée pour l'enfant et ses parents. Il permet un partage des réflexions, un partage des observations, un partage de nos compétences, de nos expériences. Et tout ça permet de mieux cibler les besoins de l'enfant et de ses parents et de proposer des actions plus pertinentes sur les territoires. Voilà. Je voulais aussi souligner qu'il y avait une richesse pour la diversité culturelle apportée aux bébés, pour les accompagner dans leur développement, en leur proposant des expériences sensorielles et motrices variées. C'est aussi une richesse pour les parents qui, par le biais des partenariats, découvrent de nouveaux services, de nouveaux interlocuteurs qui peuvent les accompagner ou les soutenir dans leur rôle de parents au quotidien. Il y a vraiment une interconnaissance. Voilà. Et donc je terminerai simplement en disant que chaque acteur de ce maillage territorial œuvre avec le même objectif, qui est favoriser le développement et le bien-être de l'enfant, ainsi que celui de ses parents. Et que c'est donc ensemble, en mettant nos compétences en commun, que nous pourrons atteindre cet objectif. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir encore ou... Non? Un micro? Désolée. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Aurélie, par rapport à l'impact, en tout cas, comment on peut se servir de cette semaine nationale et des Giraffe Awards pour faire progresser nos pratiques et aussi, effectivement, se servir des autres professionnels et aussi de tout ce qu'on a autour de nous. Nous, ça fait 3 fois qu'on participe avec la ville de Meaux aux Giraffe Awards. La première fois, avec le projet Tout bouge, on avait pu travailler la question justement de l'inclusion et de comment, en travaillant l'aménagement de l'espace, permettre à chaque enfant de trouver son compte. Sur la thématique s'aventurer, on a travaillé le respect des rythmes qui nous a permis ensuite en équipe de vraiment proposer des journées aux enfants dans lesquelles ils ne soient pas assujettis à des horaires particuliers, comme par exemple se coucher à midi, faire motricité à 10h. Voilà, on a réussi vraiment grâce aux Giraffe Awards à sortir de là, parce que les Giraffe Awards, c'est ce qui permet sur un temps court, un temps donné, d'aller faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Et ça nous met un petit filet de sécurité en se disant, on le fait pour le projet, mais c'est pas pour toujours. Et puis finalement, quand on a terminé ce projet, on fait toujours un feedback avec les équipes et on se dit... ah mais en fait j'ai envie de continuer, c'est vraiment, moi je me rappelle pour s'aventurer, les équipes ont dit mais moi je veux faire ça tout le temps, et ils ont pris des choses qui étaient impossibles à faire tout le temps, comme le self-service qu'on avait mis en place de 10h30 à 14h30, les enfants mangeaient à volonté, donc on avait des enfants qui ont mangé 4 fois, des enfants qu'on a dû aller chercher, donc il y a des choses et là cette année pour le projet que nous avons fait cette année, on a travaillé donc les transmissions, et là on a pu vraiment aller chercher dans le quotidien aussi des familles, ces familles qu'on a tant de mal à approcher le reste du temps. On essaye, on fait des cafés des parents, on fait des trucs, alors ils viennent pas. Et puis là, 70 familles inscrites, 63 familles participant au projet, on n'avait jamais connu ça, et qui reste 45 minutes, 1 heure, des fois certaines 1h30 sur la structure. Ça nous a permis d'aborder des sujets qu'on n'abordait pas d'habitude. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans les pratiques de l'équipe, c'est que j'ai vu les équipes s'ajuster au jour le jour aux familles qu'elles accompagnaient. C'est-à-dire qu'on avait un parcours. Et donc, les professionnels devaient accompagner les familles tout au long de ce parcours, tout en n'étant pas trop intrusives, pour les laisser vivre un peu le moment, mais en étant quand même là pour pouvoir avoir un échange. Et donc, entre elles, j'ai vu très vite qu'elles finissaient leur tour, elles allaient voir leurs collègues, elles disaient « Comment j'étais ?» Là, j'ai dit ça, et qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu penses que j'étais trop? Est-ce que j'étais pas assez? Et donc, elles s'ajustaient comme ça, elles se servaient les unes des autres, et c'était incroyable, parce que j'avais jamais vu ça. Et ça a développé aussi, j'en reviens à ce que tu disais, Aurélie, sur l'entraide, des esprits d'entraide dans les équipes. Là, depuis 1 an, sur la ville, on a mis en place des universités petite enfance, dans lesquelles les professionnels proposent des espaces d'échange, des espaces de formation. Par exemple, certaines vont dire moi je suis douée en couture, vous avez un projet couture, ok, on y va, je vais vous apprendre la couture. Une autre va être douée en informatique, elle va permettre à des professionnels qui ont des projets peut-être de changement d'aller maîtriser les outils. Et donc ça, on pourrait penser que c'est éloigné, mais vraiment ces expériences finalement de Semaine nationale et de Giraffe Awards vont permettre d'aller explorer des champs qu'on n'aurait jamais pensé explorer avant ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que... Merci, ouais. Merci. Laetitia.
Tu as presque anticipé l'une des dernières questions que je vous avais proposées, qui était un peu plus personnelle, de savoir si vous aviez un message à transmettre aux professionnels qui sont présents aujourd'hui, ou qui nous suivent en vidéo. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire ? La 3e semaine du mois de mars 2023. Faites la semaine nationale de la petite enfance, que vous soyez dans une des 17 000 crèches ou dans un autre des modes d'accueil. À titre personnel, je veux vous dire qu'on connaît la fatigue des professionnels de crèche. Aujourd'hui, grâce aux travaux du comité de filière, on ne peut plus nous dire c'est un sentiment qu'elles ont, c'est pas vrai. Non, maintenant on l'a objectivé, c'est une réalité. Il manque 10 000 professionnels de crèche. On sait que toutes les autres, parce que les hommes sont tellement minoritaires qu'on va violer la grammaire, on sait que toutes les autres donnent beaucoup de leur temps pour accueillir en qualité tous les enfants et toutes les familles. Vous le faites chaque jour avec talent. Prenez le temps, une semaine dans l'année, de le faire savoir et d'embarquer les parents dans cette aventure, de faire savoir tout ce que vous apportez à leurs enfants chaque jour. Et puis, juste merci. Et donc, 3e semaine de mars 2023, soyez pop. Alors moi, ça sera peut-être plus court parce que moi, je suis convaincue de l'importance de la formation des professionnels et je tiens énormément à ce qu'en tout cas, nous, dans nos crèches, dans nos structures, nous ayons du personnel qualifié. Je suis tout à fait... Enfin voilà, je vous remercie toutes professionnelles qui avaient suivi des formations, qui avaient fait des stages, parce que je pense que qui dit formation, c'est évidemment acquérir des connaissances, des compétences, mais aller aussi sur le terrain, découvrir qu'est-ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce que c'est, parce que c'est bien beau de dire moi je suis intéressée, parce que j'aime les enfants, j'allais travailler auprès des enfants, mais ça ne suffit pas. Donc moi vraiment... mon vœu le plus cher, c'est que les enfants soient accueillis, accompagnés par des professionnels qualifiés. Et ça, c'est le plus important. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre de notre semaine petite enfance, nous allons aussi développer l'axe autour des métiers. Nous allons mettre en place un forum autour des métiers avec toutes les centres de formation qui gravitent autour de la petite enfance pour vraiment valoriser, donner envie à des jeunes de devenir... des futurs et des hommes et des femmes, parce qu'on voit bien que quand même dans les métiers, on voit bien là dans l'Assemblée, il y a énormément de femmes. Donc que ça se développe, que ça s'ouvre, et je pense que c'est à nous, chacun, d'emmener la société vers du changement, vers une autre approche et une autre vision des professionnels de la petite enfance. Nous sommes tous responsables dans ce changement-là. Et en termes aussi de vocabulaire, Elisabeth Lédier disait on arrête de parler de garde, mais moi je souhaite aussi qu'on arrête de parler de berceau. Quand on parle de crèche, de temps de berceau, je me dis mais c'est pas possible d'en être là encore avec les berceaux. Ça, bon voilà. Bon, donc c'est vrai que pour les professionnels de la petite enfance qui sont là, effectivement, je ne peux que vous encourager à vous inscrire à la semaine nationale de la petite enfance 2023. Pour les collègues CAF qui ne seraient pas encore entrés en partenariat avec l'association, eh bien qu'ils n'hésitent pas, parce qu'effectivement, c'est une fierté aussi en tant que CAF de savoir que le réseau de la petite enfance est assez dynamique et c'est mieux les connaître aussi. Donc c'est que du plus. Moi, aux professionnels qui voudraient se lancer, aux collectivités, aux structures, je dirais rien n'est impossible. Ne vous mettez pas de barrières. On l'a vu pendant le Covid, on a tous été incroyablement créatifs pour essayer de continuer à garder le lien et à faire vivre nos structures. L'après-Covid a été compliqué. Je pense que les structures qui ont participé à la Grande Semaine cette année ont été confrontées à toutes ces ASA, toutes ces personnes qui étaient en arrêt maladie pour Covid. Et pour autant, c'était le moment de trouver d'autres moyens de parvenir à ces fins. Donc rien n'est impossible. Laissez
laissez-vous aller, n'ayez pas peur, et c'est que du bonus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, mais que participer, c'était déjà gagné. Je suis complètement d'accord avec ça, vraiment. Ce n'est pas une question de trophée, c'est vraiment une question de ce que vous apportez en qualité d'accueil aux enfants, donc lancez-vous. Moi, j'ai envie de vous remercier tous déjà, voilà, présents ici, parce que je trouve que c'est vraiment des beaux projets en faveur de l'enfant et de ses parents. Et je me dis, on a quand même beaucoup de retours négatifs quand on entend voilà, les informations, etc. Et je trouve que de voir tous ces projets sur toute la France, même au-delà, dans l'outre-mer, je trouve ça extrêmement positif de se dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui se battent en faveur, voilà, qui travaillent et œuvrent au quotidien en faveur de l'enfant et de sa famille. J'ai envie de rejoindre ce que disait Laetitia. Il n'y a pas besoin de gros moyens pour faire des choses extraordinaires. Voilà, donc à l'année prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.